et à faire ce débat, d'autant que la situation en Palestine exige vraiment qu'on puisse en parler entre nous. Voilà, et de façon large. Alors, vous verrez aussi que quand on est à 8 heures pour la Palestine, on termine par un repas convivial avec un plat palestinien qui s'appelle le maklouba et qui est préparé par nos amis d'une association gentilienne qui s'appelle Le Figuier. Là, vous retrouverez la recette sur le site de la ville de Gentilly. C'est un petit clin d'œil pour dire on n'est pas en présentiel, mais on vous donne quand même la recette. Alors, pourquoi on a choisi comme thème du débat la Palestine, la situation de la Palestine aujourd'hui? Parce que, vous le savez, la colonisation, les emprisonnements, y compris d'enfants, le blocus de Gaza et l'annexion rampante s'aggravent un peu plus chaque jour. Mais je ne vais pas en dire davantage. Je laisse la parole à Marie-Gé, qui nous a fait le plaisir d'animer ce débat et aussi d'être à la manette au niveau de Zoom. Elle est maire adjointe à la mairie de Gentilly, en charge de la démocratie, de l'éducation populaire, de la citoyenneté des résidents étrangers, de la politique locale de l'habitat et de l'égalité homme-femme. Bravo Marie, ça fait beaucoup de choses. Merci. Merci Chantal et bonsoir à toutes et tous. Tout d'abord, je voudrais excuser Madame la maire Patricia Torgman qui souhaitait se joindre à nous, mais qui a un impératif. Elle va essayer de se connecter au cours de la réunion, mais elle souhaitait en tout cas réaffirmer l'engagement de la ville pour la solidarité internationale et pour la paix et transmettre sa joie de voir que le débat pouvait se tenir en visioconférence malgré la situation actuelle, puisque nous ne pouvons pas tenir des débats en présentiel, mais il est important de continuer à débattre et à échanger malgré tout. Alors, pour présenter nos deux intervenants ce soir, nous allons avoir Pierre Barbancé, qui est un grand reporter au journal L'Humanité, qui a fait de nombreux reportages sur les territoires palestiniens et donc il va pouvoir nous communiquer sa connaissance du sujet. Et nous avons également Pierre Stamboul, qui est professeur retraité, porte-parole de l'Union juive française pour la paix, qui a écrit plusieurs livres et dont le dernier s'intitule « La Nakba ne sera jamais légitime ». Donc, tous les deux vont pouvoir intervenir 15 minutes chacun avant de pouvoir donner la parole à tout le monde pour un débat entre nous. Je vais vous donner un peu les règles pour le débat sur Zoom pour qu'il se passe le mieux possible. D'abord, je vous demanderai de couper votre micro lorsque vous ne parlez pas, afin qu'il n'y ait pas des bruits parasites derrière les intervenants et qu'on puisse entendre le mieux possible. Si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez soit lever la main, il y a un bouton sur Zoom qui vous permet de le faire. Sinon, vous pouvez aussi appuyer sur le chat et écrire un message pour me dire que vous souhaitez intervenir. Bien sûr, nous n'accepterons pas ni les insultes, ni les propos racistes ou injurieux et nous couperons le micro si cela se produit. Donc, je vous demande d'être respectueux dans vos prises de parole. Et nous limiterons aussi, nous vous demanderons de limiter vos prises de parole à 3 minutes environ, puisque nous sommes tout de même assez nombreux. Et le but est d'avoir un échange aussi où le plus de personnes possible puissent s'exprimer. Donc voilà, je vous demande chacune et chacun de faire un petit effort dans la discussion pour ne pas être trop long. Alors nous allons également enregistrer cette réunion. Donc je vous préviens au préalable, si vous ne souhaitez pas y apparaître, vous pouvez bien sûr couper votre vidéo. Et nous essaierons de le diffuser sur le site de la ville, peut-être également sur les sites de la FPS, de l'UJFP et de Festisol. On va pouvoir commencer, si ça vous convient, en donnant la parole pour démarrer à Pierre Stamboul. Je vous en prie.
Bonsoir à toutes et à tous et vraiment merci de l'invitation. Je dis d'abord quelques tout petits mots pour ceux qui nous connaîtraient mal sur l'Union juive française pour la paix. Nous existons depuis 1994. Au début, c'était sur un mot d'ordre très défensif, pas de crime en notre nom. Et puis la réalité nous a fait progresser, mettre des noms sur ce qui se passe en Israël-Palestine. Ces noms, c'est colonisation, occupation, apartheid, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Nous faisons partie de BDS France. BDS, c'est boycott des investissements sanctions contre l'État d'Israël tant qu'il ne se conformera pas au droit international, avec des revendications qui sont très simples, qui ont été lancées par la société civile palestinienne, c'est liberté, égalité, justice. Nous sommes résolument anti-sionistes, parce que nous, en tant que juifs, le sionisme est non seulement un crime contre les Palestiniens, mais il est suicidaire pour les juifs, et il est une insulte à notre mémoire, à notre identité. Nous sommes également clairement antiracistes, et je tiens juste en introduction à donner publiquement ma solidarité avec le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, qui est menacé de dissolution et avec qui nous avons travaillé régulièrement depuis quelques années. Personnellement, dans mon lien avec le judaïsme, je suis fils de communistes venus d'un pays qui n'existe plus en Europe de l'Est et qui s'appelle la Bessarabie. Mes parents ont fait partie de la MOI, la main-d'œuvre immigrée, le bras armé des étrangers du Parti communiste pendant la guerre. Et mon père, qui était dans le groupe Manoukian, a été déporté à Buchenwald. Ceci pour tous ceux qui nous traitent d'antisémites. Je vais commencer par le processus de paix, ou plutôt le pseudo-processus de paix qui a démarré il y a maintenant 27 ans à Oslo. Je crois qu'il faut dire les choses franchement. Oslo a été une escroquerie, il a été une escroquerie à l'époque. Même Yitzhak Rabin, dans les 26 mois qui séparent la signature des accords de son assassinat, il installe 60 000 nouveaux colons. Rien n'a été promis à Oslo, ni État palestinien, ni gel de la colonisation. La seule chose qui a été signée et qui est encore totalement d'actualité, c'est l'obligation pour l'occupé d'assurer la sécurité de l'occupant, puisque l'autorité palestinienne vient d'annoncer qu'elle reprenait la collaboration sécuritaire avec l'occupant. Et à Oslo, clairement, les négociateurs ont abandonné Jérusalem et les réfugiés. On a feint d'ignorer à l'époque les très vives critiques qui ont été émises côté palestinien, je pense à Edouard Saïd, côté juif, je pense à Michel Barchavski et aux antisionistes israéliens. Depuis Oslo, il y a eu un ordre permanent qui a été donné aux Palestiniens de capituler sur toutes leurs revendications historiques et légitimes. Alors je dirais, ce qui était la base du phénomène d'Oslo, 2 États, est-ce que c'est possible? Tout le monde peut voir en allant là-bas, en se posant en permanence la question devant les colonies et le mur, où est la Palestine? C'est pas possible, mais était-ce souhaitable et est-ce souhaitable? Je répondrai assez clairement non, mais ce sera un petit peu plus loin dans mon développement. Pour parler de la Palestine, il faut parler de la situation mondiale. Même si Trump a été battu, on a depuis quelques années, un peu partout dans le monde, ce que j'appellerais des soudards, c'est-à-dire des dirigeants qui affichent leur brutalité, qui officialisent qu'ils n'en ont rien à faire du droit international et qu'il faut le piétiner, des dirigeants qui sont suprémacistes et qui l'affirment, et qui sont racistes. Alors en Israël, comment ça se manifeste? L'apartheid existait depuis 1948, on n'a pas voulu le voir. Israël est un État juif pour les Juifs qui a discriminé les Palestiniens dès sa naissance, déjà en les expulsant. Mais évidemment, avec Trump et avec le contexte international, la loi sur Israël, État-nation du peuple juif qui a été votée en 2018, officialise, légalise l'apartheid, légalise les colonies. Et la conséquence, bien sûr, c'est une tentative de passage en force fait par ce camp-là. C'est le déménagement de l'ambassade états-unienne à Jérusalem et Biden a déjà dit qu'il n'y toucherait pas, que l'ambassade resterait à Jérusalem. Ce sont des pays alliés des États-Unis qui l'ont imité. C'est le deal du siècle, c'est-à-dire les Jared Kushner qui essaient d'imposer un État palestinien croupion, qui serait en gros Gaza avec un petit morceau de désert. C'est l'officialisation du Grand Israël. C'est l'alliance avec les féodaux arabes, une alliance qui est ancienne. Il ne faut pas oublier que ces féodalités ont été créées par l'Occident il y a maintenant un siècle,
pour assurer à la fois le pétrole et le contrôle des lieux saints, et ces féodalités sont devenues hégémoniques dans le monde arabe. Il y a hélas une tradition des trahisons des Palestiniens parmi les dirigeants arabes qui remonte même à 1948, quand le futur royaume jordanien s'était déjà partagé la Palestine avec les dirigeants sionistes. On peut se poser la question, est-ce que la Palestine a perdu? Il faut se poser cette question, parce que des peuples autochtones, des peuples indigènes, dans l'histoire, ont perdu. Je pense aux Amérindiens. Parce qu'il y avait dès le début du projet sioniste l'idée que les Palestiniens, qui officiellement n'existaient pas, il fallait en tout cas les enfermer dans des réserves indiennes ou dans des bantoustans, si on prend le modèle sud-africain. Et Ben Gurion avait déclaré dès 1948 « Les vieux mourront, les jeunes oublieront ». Ben, les vieux sont morts, les jeunes heureusement n'ont pas oublié. Mais depuis, et c'est très dur pour la Palestine, elle a été complètement fragmentée en une série de territoires qui ont des statuts extrêmement différents. Les 3 zones de Cisjordanie, Gaza sous blocus, Jérusalem-Est, les Palestiniens d'Israël, les camps de réfugiés, tous ceux qui sont en exil. Elle est divisée, la Palestine, et cette division politique est une grande victoire de l'occupant. Elle est de plus en plus pauvre, mais il y a un emprisonnement massif. Il ne faut jamais oublier que 850 000 Palestiniens ont connu l'emprisonnement depuis 50 ans, mais elle n'est pas défaite. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer. On dit souvent en Palestine, vivre c'est résister. Et les Palestiniens nous rappellent en permanence que la question fondamentale, ce n'est pas un État, 2 États, ce n'est pas la situation politique d'aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un nettoyage ethnique prémédité en 1948 et qu'il ne peut pas y avoir de paix juste si on ne le répare pas. Les Palestiniens nous rappellent en permanence que entre Méditerranée et Jourdain, ils forment 50% de la population et malgré toutes les difficultés, leur société ne s'écroule pas. Je vais donner quelques petits exemples. La pandémie, bien sûr, elle fait des ravages en Cisjordanie, elle commence à en faire à Gaza où on approche les 100 morts, mais même à Gaza, dans des conditions effroyables où il n'y a plus d'hôpitaux en état de fonctionner correctement, 100 morts pour Gaza, ça ferait 3 000 en France. On en est aujourd'hui à plus de 40 000, je crois 50 000 qu'on approche. Et donc on voit bien que pour l'instant, parce que les Palestiniens font société, parce qu'ils ont l'habitude d'être ensemble et de s'aider les uns les autres, ils ne cèdent pas. Je signale que sur Gaza, l'UJFP a lancé, c'était il y a quelques jours, une acte, l'Oxygène pour Gaza. On a déjà ramassé 3 à 4 000 euros. C'est pour envoyer de l'argent aux hôpitaux de Gaza qui n'ont pas d'oxygène. Cette société gazaoui et cette société palestinienne en général, elle reste incroyablement vivante, elle reste politisée. C'est une société où il y a une volonté d'éducation extrêmement grande avec quasiment pas d'illettrisme. C'est une société où il y a énormément, la culture est mise en avance en permanence. Il y a un cinéma palestinien, il y a une musique palestinienne, il y a un théâtre palestinien qui continue de vivre. C'est une société qui subsiste, pas à cause de ces 2 gouvernements rivaux, mais essentiellement parce qu'elle a su créer des associations, grandes et petites. Les grandes, je pense au Centre palestinien pour les droits de l'homme, le PCHR, à des grands syndicats comme l'UAWC, le syndicat des travailleurs agricoles, mais il y a aussi toute une série de petites associations qui assurent l'éducation, le périscolaire, le préscolaire, et qui permettent et qui mutualisent les besoins des Palestiniens et qui permettent à cette société de survivre. Il y a chez les Palestiniens la volonté de produire à tout prix et de ne pas devenir les Amérindiens du Proche-Orient. Je citerai là-dessus, vous pouvez aller voir sur le site de l'UJFP, ce qui se passe à Gaza pour les paysans et les pêcheurs, mais ce qui se passe aussi en Cisjordanie pour les paysans qui défendent leurs terres et leurs oliviers. Dans les pires conditions, malgré les bombardements, malgré les morts, malgré les confiscations de bateaux, malgré l'empoisonnement des récoltes, ils continuent de se battre. Et là aussi, j'invite le public à aller voir sur le site de l'UJFP. Depuis 4 ans, l'UJFP a une solidarité avec les paysans du sud-est de la bande de Gaza. L'argent que nous avons collecté a permis de construire un château d'eau qui est marqué UJFP, des canalisations, maintenant une pépinière que nous entretenons. Notre but n'est pas humanitaire, notre but est politique. Il est de permettre à cette société de vivre, aux paysans de vivre de leurs terres et à la population de manger. Et je vais terminer sur l'état du mouvement de solidarité.
et je vais être assez sévère. On nous dit souvent quand on va en Palestine, notre dernier voyage était à Gaza en 2016, que l'issue de cette guerre dépend en gros de 2 facteurs. Leur capacité à eux, Palestiniens, de résister, de faire résilience, de faire société, et notre capacité à nous, mouvement de solidarité, d'imposer à nos gouvernements qu'ils cessent d'être complices et qu'ils sanctionnent enfin un État voyou. Ils nous disent cette guerre est venue de l'extérieur. Oui, elle est venue de l'antisémitisme européen, elle est venue du colonialisme britannique et mondial, elle est venue de la volonté de la communauté internationale de faire payer l'antisémitisme européen aux Palestiniens qui n'avaient rien à voir avec ça. Elle est venue de la partition de 1947 qui était un désastre. Je rappelle entre parenthèses que le Parti communiste à l'époque était pour cette partition. Elle est venue de la reconnaissance d'Israël par l'ONU, alors qu'Israël, dès le départ, violait totalement le droit international, la résolution 194 sur le droit au retour des réfugiés. Non seulement ils n'ont pas pu rentrer, mais on a détruit leurs terres. Elle vient de l'impunité totale que la communauté internationale accorde à Israël, malgré des violations de tous les droits, des droits humains, malgré des résolutions comme la 242 en 1967 sur l'évacuation des territoires occupés, qui, 53 ans après, n'a toujours pas été suivi des faits. Pour nous, l'État d'Israël n'est pas légitime, parce qu'un État qui est né d'un nettoyage ethnique n'est pas légitime, parce qu'un État qui est un État ethnique n'est pas légitime. Nous considérons qu'il n'y a pas d'alternative au vivre ensemble dans l'égalité des droits. Les vivre ensemble dans l'égalité des droits, c'est la fin du sionisme. Or là-dessus, dans le mouvement de solidarité, il y a eu une espèce de frilosité, d'incompréhension sur le fait que la question du sionisme était une question prioritaire. Mandela, quand il négocie la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, il dit « l'apartheid est un crime, vous devez le reconnaître. Le sionisme est un crime, ça devrait être reconnu. La Nakba est un crime, ça devrait être reconnu. » Le mouvement de solidarité a sans arrêt hésité à être pour un boycott total. Or, il n'y a pas d'alternative, c'est l'appel des Palestiniens. Nous devons boycotter cet État, pas seulement les colonies. La question de qui représente la Palestine, il me semble qu'aujourd'hui, c'est assez impossible de dire l'autorité palestinienne est la représentante de la Palestine. La Palestine a été fragmentée par l'occupant et nous avons à soutenir toute sa société dans cette diversité. Nous avons à comprendre que nous sommes dans une situation d'apartheid sur l'ensemble d'un territoire de la mer au Jourdain. Nous avons à être totalement intransigeants sur l'instrumentalisation de l'antisémitisme. Pour nous, c'est une obscénité totale qu'un État raciste, que des politiciens suprémacistes, des gens dont l'idéologie est infiniment plus proche de ceux qui ont commis le génocide nazi que de ceux qui l'ont subi, osent instrumentaliser l'antisémitisme. Je demande au mouvement de solidarité là-dessus de résister un peu plus vertement. Nous n'avons pas à nous défendre. Nous avons à accuser Netanyahou d'être le complice de tous les antisémites du monde entier, de Orban à Bolsonaro en passant par les chrétiens sionistes. Nous avons, sur la question du lobbying du mouvement de solidarité, on n'a pas à se tromper, ce n'est pas parce qu'ils sont mal informés que nos dirigeants sont complices d'Israël et refusent de le sanctionner. C'est parce qu'Israël, c'est leur modèle, c'est leur société. C'est un régime qui a enfermé les populations réputées dangereuses, qui applique le blocus de Gaza, qui a des drones qu'on va voir après au-dessus de nos manifestations. Donc ne pas se tromper, aujourd'hui ceux qui dirigent le monde, quand ils font le G20 à Riyad, ils savent très bien qui est MBS, ils le font parce que c'est leur modèle. Donc je vais terminer là-dessus. Ce que le mouvement de solidarité avec les Palestiniens doit défendre, c'est qu'il n'y a pas d'alternative partout dans le monde au vivre ensemble dans l'égalité des droits, que ça suppose l'apartheid, le boycott et le refus du suprémacisme. J'ai tenu les quarts d'heure. Hein. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Pierre Barbancé. Oui, ben écoutez, merci. Je ne sais pas exactement par quoi j'ai commencé parce que moi je suis journaliste. Moi, je suis journaliste à l'Humanité, qui est un journal que certainement la plupart de ceux qui nous ont rejoints pour ce débat en visioconférence connaissent et savent qu'on a toujours pris nos responsabilités dans le soutien à la cause palestinienne. Mais j'ai presque envie de dire tout de suite, je crois qu'un des problèmes des Palestiniens, c'est les multiples ingérences auxquelles ils ont droit.
c'est-à-dire qu'ils sont rarement assez libres de décider eux-mêmes de leur statut, de leur destin, que ce soit les pays arabes ou même peut-être des fois les mouvements de solidarité qui voudraient un peu leur dicter ce qu'ils devraient faire. Et je pense qu'on devrait au contraire plutôt aider les Palestiniens à retrouver le sens de leur mouvement national et de les aider à s'organiser comme il le faudrait. Et je ne poserai pas exactement les questions de la même manière que Pierre Stamboul à cet égard. D'ailleurs, le problème, c'est que depuis quelques années maintenant, plusieurs années maintenant, les Palestiniens ont perdu toute visibilité sur la scène internationale. On n'en parle quasiment plus au profit évidemment d'autres conflits qui existent dans le Moyen-Orient notamment. Je pense à la Syrie, je pense à l'Irak, je pense à l'installation de Daesh en Irak et en Syrie, etc., etc. Et on a perdu la visibilité de la Palestine, alors que je considère encore que la question palestinienne reste centrale dans cette zone moyen-orientale et que la résolution de la question palestinienne, je n'utilise pas le conflit israélo-palestinien, qui ne me plaît pas et qui me semble assez faux, puisqu'il est avant tout question du droit d'un peuple à établir son État et à vivre normalement. Je crois que il faut aider à redonner toute cette centralité à la question palestinienne. Et pour ça, effectivement, il faut reprendre les différents paramètres qui sont en cours, de savoir où en est le mouvement palestinien aujourd'hui et de savoir comment est-ce que les choses pourraient être débloquées au regard de ce qui est en train de se faire et de l'évolution de la région. Et effectivement, l'évolution de la région aujourd'hui ne plaide pas en faveur des Palestiniens, malheureusement. On le voit, pour ne reprendre que depuis le début de l'année, et Pierre l'a évoqué tout à l'heure, ce fameux deal du siècle, le deal du siècle, qui était censé amener la paix via Trump et Netanyahou, donc sans aucune discussion avec les Palestiniens, qui n'est en réalité leur plan que la reconnaissance et l'officialisation de l'occupation et de la colonisation, voire même de l'aggraver, mais qu'ils peuvent suspendre sans aucun problème, puisqu'on le voit encore ces jours derniers, l'occupation se poursuit, des destructions de villages bédouins se poursuivent, les colonies continuent à se construire, donc il n'y a rien qui change dans ce sens-là. Dans le même temps, on voit effectivement que dans cette région qui est traversée aussi par des antagonismes forts, ce qui surnage aujourd'hui, c'est qui va dominer cette région-là. Et les camps sont en train de se former à partir d'une espèce de rivalité régionale existant entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Les deux pays est aussi partie longue. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est aussi toujours assez compliqué pour les Palestiniens d'arriver à définir eux-mêmes et à prendre vraiment à bras le corps leur lutte, dans la mesure où ils sont aussi traversés par toutes les tensions existantes dans cette région moyen-orientale. Je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que le mouvement national palestinien étant divisé, on a dit tout à l'heure 2 gouvernements différents, moi je dirais surtout que c'est le mouvement national palestinien qui est divisé et qu'il y a une impossibilité à résoudre pour l'instant cette division-là. Et je pense que cette division est très préoccupante et je pense que c'est d'abord et avant tout ça le problème. Parce que évidemment, comme Pierre, je connais, j'ai rencontré, j'ai fait parler dans l'UMA un certain nombre de dirigeants d'associations, d'organisations non gouvernementales, de responsables du BDS, qui d'ailleurs, si eux sont pour un boycott sans sanction totale, reconnaissent totalement qu'il peut y avoir des mouvements qui se mènent, qui considèrent que le BDS doit simplement se faire sur les colonies et pas sur l'ensemble des activités d'Israël. Parce que je pense que si chaque fois c'est de l'absolutisme, je pense qu'on bloque des portes et qu'on empêche vraiment d'avancer au moment où exactement on veut criminaliser le BDS. Et je pense que sur ça, je crois qu'il faut avancer. Le problème, c'est que toutes ces bonnes volontés ou tous ces gens que l'on voit s'activer aujourd'hui, qui sont très critiques, effectivement, des organisations palestiniennes dans leur ensemble et de l'autorité palestinienne, aujourd'hui ont aussi beaucoup de mal. Donc déjà, il est très difficile d'évaluer ce qu'ils représentent complètement dans la société palestinienne, même si on peut penser que dans les aspirations existantes dans la société palestinienne, ils rencontrent fortement ces aspirations, mais ils n'arrivent pas à développer un véritable mouvement puissant qui puisse chambouler les choses dans les territoires palestiniens et dans la situation politique palestinienne. Donc déjà, ça c'est un des premiers problèmes. Et je pense que les mouvements de solidarité que vous êtes ne devraient pas
leur tenir la main pour savoir ce qu'ils doivent faire, mais au contraire aider pour que le champ politique s'ouvre et qu'à l'intérieur de ce champ politique, un véritable débat national puisse s'instaurer et qu'il desserre l'étau qui est notamment appliqué par le Hamas d'un côté et par le Fatah de l'autre. Parce que, y compris, puisque tout à l'heure, Pierre, tu citais l'autorité palestinienne, effectivement, de toute manière, je rappelle que nous nous sommes battus pendant des années et des années pour que ce soit l'Organisation de libération de la Palestine, c'est-à-dire l'OLP, qui soit seul et unique représentant du peuple palestinien. Et ça le reste. Parce que l'autorité palestinienne n'est qu'une émergence des accords d'Oslo, donc, qui ont été signés par l'Organisation de libération de la Palestine. Donc, avant toute chose, la représentante du mouvement national palestinien jusqu'à aujourd'hui, c'est l'Organisation de libération de la Palestine, et que le débat qui est en cours aujourd'hui, c'est quelle évolution pour cette Organisation de libération de la Palestine, y compris avec l'intégration des mouvements islamistes comme le Hamas ou comme le djihad islamique, et évidemment, plus largement que ça, sur un certain nombre d'ONG et de mouvements qui se sont construits ces 20 dernières années et qui doivent être pris en compte dans le mouvement national palestinien. Parce que je crois qu'aujourd'hui, les Palestiniens doivent sortir de l'impasse politique dans laquelle ils se trouvent, autrement, rien n'avancera. Je dirais même, parce que je suis journaliste et que je ne suis pas toujours très optimiste, que malheureusement, la société palestinienne est en train de se fracturer très fortement. Elle est en train même de s'effondrer. Alors, je sais bien qu'il y a beaucoup de tentatives, qu'il y a la culture, qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Il n'empêche que 60 ans d'occupation, ça marque. Et 60 ans d'occupation, ça a des vraies répercussions, surtout dans une société qui aujourd'hui va à reculons parce que les acquis politiques sont en train d'être perdus. Et donc, cette société-là s'islamise de plus en plus. Donc, le fait religieux prend de plus en plus de place, beaucoup plus qu'auparavant. C'est une société où la violence est interne, y compris dans les familles, les violences faites aux femmes, etc., etc. Donc, je pense que c'est très dangereux, et d'autant plus que le fait qu'il y ait de moins en moins de batailles politiques réellement menées avec un but bien établi et clair, fait qu'il y a une partie de la société qui se dit on ne peut pas continuer comme ça, on est en train de s'effondrer. Donc, soit un certain nombre de Palestiniens vont se réfugier dans une violence, voire religieuse, soit d'autres vont dire on arrête tout et il vaut mieux continuer comme avant les accords d'Oslo. Parce que la réalité, c'est celle-là, et on le sent bien dans beaucoup de parties de la Cisjordanie. Quant à Gaza, la situation est totalement dramatique, puisque ce territoire est complètement fermé. Si on est obligé d'aider pour qu'il y ait de l'oxygène qui arrive dans les hôpitaux, c'est quand même que la situation est vraiment dramatique. Et effectivement, il y a un problème qui est comment est-ce qu'on peut mobiliser aujourd'hui dans nos sociétés. Vous voyez, je ne reviens pas sur l'ensemble de la politique régionale parce que je pense qu'il y a un certain nombre de choses que vous connaissez, mais je crois qu'il y a besoin d'espoir et qu'il y a besoin aussi de savoir comment est-ce qu'aujourd'hui cette bataille pour les Palestiniens doit s'articuler. J'entends bien ici et là que certains disent en France, non mais maintenant il faut arrêter avec un seul État, nous ne reconnaissons pas Israël, vient de dire Pierre, la légitimité de l'existence d'Israël, il faut un seul État, etc., etc., etc. Tout le monde a le droit d'avoir les débats qu'il veut et le droit de penser ce qu'il veut, bien évidemment. Mon souci, moi, c'est qu'on ne tranche pas à la place des Palestiniens. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un cadre politique existant qui permette aux Palestiniens, effectivement, d'évoluer dans leurs débats politiques et dans ce qu'ils vont porter politiquement par rapport à leurs revendications. Je crois que c'est ça le plus important. Parce que si aujourd'hui, y compris en France, le débat serait mené sur un seul État ou deux États, ou de dire, ou simplement de dire, parce qu'il y a l'occupation, parce que les colonies sont faites comme elles sont, parce qu'il y a le territoire palestinien est transformé en Bantoustan, donc deux États, ça n'est plus possible. Si on le pose comme ça, évidemment, tout le monde va dire, bah oui, si je regarde une carte de la Palestine aujourd'hui, deux États, ce serait impossible, sauf à démanteler les colonies. Or, est-ce qu'il faut poser le débat comme ça? Ou est-ce que, et parce qu'il se pose comme ça, parce qu'effectivement, côté palestinien, il n'y a pas vraiment de voix qui s'entendent. Je veux dire, nous, vous connaissez des ONG, des gens qui se battent, ou des gens du BDS, mais la majeure partie des gens, y compris en France, ne connaissent pas tout ça. Donc, c'est bien ça le problème. Donc, le problème, nous, ce n'est pas de lancer un débat en France, de savoir s'il faut un ou deux États. Le problème, il est d'aider les Palestiniens aujourd'hui à ce qu'un débat démocratique s'engage et qu'il y a un certain nombre de compromissions qui ont été faites, qui arrêtent et qui prennent en compte vraiment les revendications des Palestiniens. Parce que les Palestiniens progressistes que moi je peux rencontrer, y compris à Gaza, se sentent
totalement étouffés aujourd'hui dans la capacité, dans la possibilité d'expression. Et je crois encore une fois que ça, c'est de notre responsabilité, notamment pour les progressistes et notamment ceux qui sont pour la création d'un État palestinien, pour l'instant sur les frontières de 1967, parce que si on réclame l'application des résolutions de l'ONU, il faut les réclamer toutes, et donc toutes, c'est aussi 1967. Donc, je crois qu'il faut pour l'instant aller sur ça, et que tant que le mouvement politique palestinien en est à cet état-là, on n'arrivera strictement à rien. Je vais vous donner un exemple. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, mais aussi président de l'OLP, mais aussi président du Fatah, a aujourd'hui 85 ans. Il est évident que la question de sa succession se pose, ne serait-ce qu'en termes de rajeunissement des cadres. Or, ils sont aujourd'hui dans l'incapacité de résoudre cette question-là. Ce qui montre bien que la base palestinienne ne pèse pas et ne compte pas. Alors, je ne parle même pas des mouvements de la gauche palestinienne, que ce soit le Parti du peuple palestinien, ancien parti communiste, le FPLP, le FDLP, FIDA, etc., qui comptent quasiment pour rien à l'intérieur de l'OLP aujourd'hui, même s'ils essaient de s'organiser, mais là aussi, c'est très, très faible. Donc, il y a un vrai problème. Or, aujourd'hui, ceux en face, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas de cet élan-là de l'OLP tel qu'on a pu le connaître avant, ont déjà leur homme. Leur homme, c'est Mohamed Dahlan, qui était l'ancien chef de la sécurité préventive à Gaza, qui aujourd'hui est conseiller de l'émir aux Émirats arabes unis et qui ne fait pas mystère de sa volonté de remplacer Mahmoud Abbas. Et donc de changer effectivement les orientations politiques de l'OLP, parce que sera le représentant des pays du... Et après, il a été obligé de passer ennemi du Hamas. Moi, je trouve que l'année dernière, dans Rafah. Et sur la route, je vois d'énormes panneaux publicitaires, pas de l'affichage militant, hein, des énormes panneaux publicitaires avec Mohamed Dahlan, le grand ennemi du Hamas, soi-disant. Donc je vais à Rafah, je remonte, je vais voir le porte-parole du Hamas, et je lui demande c'est quoi cette histoire, comment ça se fait qu'il y ait des photos et des affiches comme ça de Mohamed Dahlan, notre grand ennemi. Il me regarde en rigolant, il me dit « Ah, mais ça, c'est le passé ». Donc vous voyez, c'est toute cette manipulation-là qui empêche aujourd'hui l'expression réelle de ce que veut le peuple palestinien. Or, moi, je crois que c'est d'abord et avant tout ça qu'il faut qu'on aide, parce que personne n'est évidemment naïf dans ce qui est en train de se passer. S'il existe ce rapprochement entre un certain nombre de pays arabes et Israël, ils le voulaient depuis très longtemps, mais en même temps, ils abandonnent aussi leur proposition faite en 2002 au sommet de la Ligue arabe à Beyrouth, où ils proposaient à Israël une normalisation, mais en échange de la création d'un État palestinien et de la fin de l'occupation. Ce qui n'est absolument plus le cas, puisqu'ils ont, d'une certaine manière, ils ont capitulé en race campagne, comme on dit. Donc, d'autres alliances sont en train de se faire, qui auront évidemment des répercussions au sein du mouvement palestinien. Obligatoirement. Et quand on voit ce qui est devenu la Ligue arabe, on voit bien que il reste, parce que je vois que Bernard Deschamps apparaît là à mon image, il reste évidemment certains pays comme l'Algérie, mais même l'Algérie aujourd'hui ne joue plus le rôle qu'elle devrait jouer, et donc sur le plan international, cette solidarité sur laquelle pouvaient compter les Palestiniens n'existe plus. Donc c'est pour ça que moi, donc encore une fois, sans cette année de rien, je crois que le plus important aujourd'hui, c'est la redéfinition par les Palestiniens eux-mêmes de leur mouvement national et de quelle manière ils veulent s'engager et sur quoi exactement. Parce que moi, je ne vais pas choisir la place des Palestiniens si je veux un État ou deux États. Pour moi, ce qui compte, c'est la volonté des Palestiniens, de quelle manière ils sont représentés pour porter leurs revendications. Alors, évidemment, oui, c'est vrai.
Mais je crois que la disparition de l'OLP aujourd'hui au profit de simplement de petites ONG se ferait au profit de l'occupant, très exactement, et c'est assez clair. Donc je crois qu'il faut aider à la construction de ce mouvement national palestinien sur la base de choses très compréhensibles de ce qui se passe en Palestine, de ce qui se passe en Israël et de ce qui se passe dans la région. Parce que vous voyez bien le mal qu'on a à mobiliser aujourd'hui en France. On a aussi du mal à mobiliser parce qu'il y a un certain nombre de questions qui ne sont pas très claires pour les gens. La question religieuse a beaucoup divisé et que plus cette question religieuse-là va venir, plus ça va être difficile et de s'expliquer et encore plus de mobiliser. Donc voilà, moi je pense que les débats devraient avoir lieu autour de ces questions-là, non pas pour décider à la place des Palestiniens, mais peut-être pour défricher un certain nombre de choses, y compris dans le cadre de gens qu'on peut inviter côté palestinien pour exposer aussi leur façon de voir et leur façon de faire, qui permettent aussi, comme but ultime pour l'instant, de la reconstruction de ce mouvement national palestinien, qui est une véritable identité sur laquelle on peut s'appuyer en tant qu'organisation solidaire. Merci. Je vous remercie pour votre intervention et vous avez également parfaitement respecté le timing. Donc, merci beaucoup. Maintenant, si vous voulez intervenir, je vous invite soit à lever la main, soit dans le chat à écrire un petit message pour intervenir en vous rappelant que nous vous demandons de faire des interventions relativement courtes, autour de 3 minutes, si cela vous convient. Oui, je vois Bernard Deschamps qui souhaite intervenir. Voilà. Si. Je vous en prie. On n'entend pas. Micro, on n'entend pas. On peut lui demander de mettre son micro? Ça y est. Ça y est. Je l'ai remis le micro. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, si j'ai le temps, je reviendrai peut-être sur un État et deux États. Mais auparavant, comme je travaille particulièrement, comme l'a dit Pierre, sur l'Algérie, l'histoire et l'actualité, je voudrais poser une question aux deux Pierre. Vous avez évoqué effectivement l'attitude de la Ligue des pays arabes qui, le 9 septembre, a refusé de voter en faveur de la motion qui était proposée par les Palestiniens condamnant la normalisation entre Israël et les Émirats. Le Maroc, l'Égypte, enfin plusieurs pays ont refusé d'approuver cette motion. Un seul pays l'a approuvé, c'est la Somalie, si je ne me trompe, et plusieurs pays se sont abstenus, dont l'Algérie. Alors, comment appréciez-vous l'attitude de l'Algérie aujourd'hui, alors que dans le même temps, le nouveau pouvoir, fidèle en ceci, pas surtout, mais en ceci fidèle à la politique traditionnelle de l'Algérie, à travers son président, le nouveau président Tebboune, vient de renouveler qu'ils étaient pour un État palestinien dans les frontières de 1967 avec Al-Quds comme capitale. Alors, abstention dans la Ligue arabe d'un côté, réaffirmation d'une position de principe de l'autre. Comment appréciez-vous l'évolution de l'attitude de l'Algérie? Alors, ça s'inscrit bien évidemment dans la réflexion que j'ai sur les solidarités internationales, dont la nôtre, que nous devons avoir à l'égard de la Palestine. Je peux commencer ou... Merci. Peut-être qu'on va prendre 2-3 interventions si d'autres personnes souhaitent intervenir et ensuite on fera un premier retour des intervenants. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir, poser des questions Oui. Alors, je ne vois pas le nom en entier. Dany Alain, oui. Dany Alain Simbert, oui.
moi, c'est l'intervention de Pierre Barbancet qui m'interpelle beaucoup. Comment, je veux dire, comment on pourrait nous intervenir, enfin pas intervenir, mais aider à ce que ça soit justement les Palestiniens eux-mêmes qui reprennent un peu leur sort en main, enfin, si j'ai bien compris, quoi. Comment nous, de notre solidarité, on pourrait intervenir pour qu'il en soit ainsi, quoi, hein. Voilà. Merci. On peut peut-être prendre une troisième intervention si quelqu'un souhaite intervenir avant de proposer à nos intervenants de répondre. Alors, si personne ne souhaite prendre la parole, je vous propose, Pierre Stamboul et Pierre Barbancet, de faire un premier retour. Je pense que Pierre Barbancet a posé une question qui est importante. Est-ce qu'on prend la parole à la place des Palestiniens? Alors, je commencerai peut-être par une anecdote. Quand on est à Gaza, on va rencontrer en 80 personnes pendant notre séjour à peu près, des politiques, des simples personnes. À tout le monde, on posait deux questions. Une question, c'était un État, deux États, et l'autre question, c'était pourriez-vous vivre avec les Juifs? Et les réponses n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans les débats en France. Sur un État, deux États, les gens qui étaient pour un seul État, il y en avait assez peu finalement, même dans le FPLP, qui défendaient un seul État où toutes les personnes, quelle que soit leur origine ou religion réelle ou supposée, auraient les mêmes droits. C'était souvent plus compliqué que ça. Et les gens qui étaient pour deux États, il n'y en a pas un seul qui nous a dit c'est la justice. Ils nous ont tous dit on prend ça parce que le monde est mauvais, c'est la seule chose qu'on va nous concéder. Et quand on leur disait et le droit au retour des réfugiés, la réponse était absolument unanime. Cette question-là n'est pas discutable, ce droit fait partie du droit international, c'est un droit absolu. Et alors, tout le monde comprend bien que le droit au retour des réfugiés, même si les Palestiniens obtenaient 22% de la Palestine historique, ce n'est pas la peine de les faire retourner à Gaza, où ils sont déjà 72% inscrits à l'UNRWA, ni même en Cisjordanie, où ils sont 35%. Donc on comprend bien que le droit au retour des réfugiés, ça concerne l'ensemble de la Palestine historique. Moi, je ne dis pas un État, deux États, je dis la position qu'a pris l'appel BDS de 2005, de 172 associations de la société civile palestinienne et qui a été signée également par les grands partis. Ils ne disent pas un État, deux États ou 36 États. Ils disent qu'il y a 3 points qui sont fondamentaux pour qu'il y ait une paix juste. Le premier, c'est la liberté. Ça veut dire la destruction du mur, la libération des prisonniers, la fin de la colonisation, la fin de l'occupation, la fin du blocus de Gaza. Le deuxième, c'est l'égalité. Ça concerne les grands oubliés aussi des accords d'Oslo, qui sont les Palestiniens d'Israël, en particulier, je pense aux Bédouins du Negev, mais ils ne sont pas les seuls. Et le troisième, c'est la justice, puisque le crime fondateur, c'était l'expulsion de tous les Palestiniens de leur pays, c'est le droit au retour des réfugiés. Je pense qu'il faut poser les questions dans cet ordre-là. C'est quand ces questions fondamentales, et qui ne sont pas négociables parce que c'est le droit international, seront résolues, que les négociateurs verront dans quel cadre juridique ça doit se faire. Et je dis que s'il y a quelque chose qui a été imposé aux Palestiniens, c'est bien la logique de deux États, l'autorité palestinienne, la zone A, la zone B, la zone C, tous les accords bidons ou tous les oukases de Annapolis, du Quartet, etc. C'est ça la réalité de ce qui a été imposé aux Palestiniens. Alors quand on dit qu'il faut donner la parole aux Palestiniens, prenez l'exemple de la marche du retour. Les Palestiniens de Gaza, bombardés, enfermés, décident d'aller manifester. Ils vont avoir 350 morts et 8000 estropiés. Mais enfin, je veux dire, est-ce que c'est une faute des directions politiques ou des directions associatives de la société palestinienne, ou est-ce que la responsabilité de ce qui s'est passé, ce n'est pas notre faute à nous, nous, mouvement de solidarité, qui avons été incapables
d'imposer un rapport de force pour que ces marches débouchent sur quelque chose d'autre. Donc je crois que c'est plutôt comme ça qu'il faut poser la question. On a aussi posé la question à Gaza de la division palestinienne qu'évoquait Pierre Barbancé. J'avoue qu'après avoir rencontré des responsables du Fatah, du Hamas, de tous les partis, je n'en vois pas la solution. C'est-à-dire, comment voulez-vous que quand on a, dans le cadre des accords d'Oslo, 2 États et aucune souveraineté, et des gens qui, quelque part, sont obligés d'une façon ou d'une autre, y compris le Hamas, de collaborer avec l'occupant, comment voulez-vous qu'on puisse avoir autre chose que des intérêts de parti pour survivre? Donc, je suis de ceux qui pensent qu'il faut en rester, non pas à partir de la conclusion un État, 2 États ou 36 États, mais du droit international, c'est liberté, égalité, justice. La question de Bernard Deschamps sur l'Algérie, je ne sais pas comment dire, le président Tebboune a été élu avec 40% d'abstention, ou 50%, je ne sais pas. Le dernier référendum, il y a eu 77% d'abstention et un tiers de non ou de vote nul. Et le Irak, ça a été 5 millions de personnes dans la rue. Donc l'Algérie se trouve dans une situation où il y a une nomenclature qui s'accroche au pouvoir. J'ai du mal à donner un sens à sa politique internationale parce qu'elle n'est pas dans une situation d'être légitime. Sur la Ligue arabe, je partage parfaitement ce qu'a dit Pierre Barbancé. Elle a été réduite par les États-Unis, mais c'est la conséquence de ce qui s'est passé il y a un siècle, la création des féodalités du Golfe. Et aujourd'hui, ils sont hégémoniques. Aujourd'hui, depuis 1978, l'Égypte a été domestiquée, elle participe au blocus de Gaza. Et malheureusement, la Ligue arabe n'est pas en situation aujourd'hui d'influencer. Donc moi, je dis comment aider les Palestiniens. C'est notre responsabilité, c'est eux qui vont décider, mais nous, nous devons les aider à faire société, à continuer de vivre et tout. Et je ne pense pas que l'unité palestinienne absolument nécessaire partira des 2 partis aujourd'hui qui ont créé la désunion. Merci. Pierre Barbancé, si vous voulez répondre également. Oui, ben, évidemment, mais je crois, ben, moi en tant que communiste, j'ai toujours pensé que c'est jamais, je ne crois pas aux sauveurs suprêmes, je ne crois pas à ceux qui s'installent comme devenant des sauveurs suprêmes ou se présentant comme candidats pour tout le monde, en forçant tout le monde à se mettre derrière. Je crois plutôt à l'intervention populaire, avec des définitions bien claires de ce qu'ils veulent, et qu'à partir de là, les représentants viennent. Je crois que c'est deux façons de faire qui sont complètement différentes et dont on voit bien dans l'histoire malheureusement ce que ça a pu donner. Donc je suis complètement d'accord. C'est pas ni le Fatah ni le Hamas qui sont 2 partis corrompus d'ailleurs. Il faut dire les choses comme elles sont. Le Fatah, on le savait, était corrompu en Cisjordanie et les Palestiniens se sont aperçus que le Hamas était corrompu ou devenait corrompu à Gaza. Donc il y a un vrai problème, une vraie problématique. Et parce que le danger, c'est qu'après la mort de Yasser Arafat, quand Mahmoud Abbas a été élu, il a été élu président, mais bizarrement, le Hamas ne s'était pas présenté à la présidence. Puis 1 an après, quand il y a eu des élections législatives, sous prétexte d'ailleurs pour le Hamas, prétexter le fait qu'il ne participait pas à des élections qui étaient issues des accords d'Oslo. Mais 1 an après, quand il y a eu les élections législatives, ils se sont présentés aux élections législatives qu'ils ont remportées. Et ils l'ont remporté aussi pourquoi ? Parce que, vous le savez, le système électoral palestinien fait que la moitié du Parlement est élue à la proportionnelle et l'autre moitié est élue à la scrutin de circonscription. Et c'est notamment dans les circonscriptions que le Fatah a été battu par le Hamas, parce que sur les personnalités même, sur les candidats qu'il y avait, les gens connaissaient qui était qui et ils ont sanctionné la corruption. Alors que sur la liste nationale à la proportionnelle, il y avait encore cet élan par rapport au Fatah, par rapport au parti de Yasser Arafat, etc. etc. Donc ça aussi sont, je crois, des éléments intéressants. Mais le Hamas est presque doublé même sur sa droite dans la bande de Gaza aujourd'hui, même s'il essaie de réprimer, il est doublé sur sa droite par des mouvements islamistes qui sont encore plus durs et encore plus salafistes que lui, et c'est aussi travaillé par certains pays de l'extérieur. Et donc les divisions qui existent, y compris au sein des pays du Golfe, notamment entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, par exemple, jouent évidemment d'une certaine manière dans ce qui se passe chez les Palestiniens, parce que malheureusement, le nerf de la guerre, c'est aussi l'argent, quoi. Et donc, mais ça permet aussi, quand on regarde un peu plus près, de
de battre en brèche un peu cette idée de cette division au Moyen-Orient entre sunnites et chiites, qu'il y aurait une guerre entre les sunnites et les chiites, puisque le Hamas peut être aussi soutenu d'une certaine manière par l'Iran, comme peut l'être aussi d'ailleurs le FPLP. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, il y a des mains multiples qui se mettent dedans, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile pour eux là-bas et pour nous aussi pour déceler un petit peu ce qui se passe. Donc c'est pour ça que, voyant un certain nombre d'acteurs existants, mais voyant aussi ce que je disais tout à l'heure sur la succession de Mahmoud Abbas, soit c'est un jeu interne simplement du Fatah, et ils sont en train de se battre. Les différentes factions du Fatah sont en train de se battre aujourd'hui pour savoir qui va récolter, non pas la direction du mouvement national palestinien, mais qui va gérer la poule aux œufs d'or. Parce que pour certains, il y a une poule aux œufs d'or. Et effectivement, quand on confond, quand on ne sait plus si Mahmoud Abbas il intervient au nom de l'autorité palestinienne ou au nom de l'OLP, ça a son importance. Parce que l'autorité palestinienne est une création politico-administrative qui a un certain agenda, notamment sur la question des fonds, sur la question de la gestion des fonds qui sont alloués par la dite communauté internationale, alors que l'OLP a purement un combat politique sur lequel il peut avoir beaucoup plus de liberté que ne peut avoir l'autorité palestinienne. Donc ça a évidemment son importance. Donc sur cette façon de construire et de quelle manière les Palestiniens peuvent retrouver la voie de la lutte, je pense que là, c'est un véritable débat. Et effectivement, ni le Hamas ni le Fatah sont incapables aujourd'hui de proposer une alternative parce qu'ils veulent continuer à être dominants dans leur parti. Donc, d'une certaine manière, ils sont en train aujourd'hui, eux, de continuer à cette division géographique et cette division politique qui est dramatique pour les Palestiniens et qui est dramatique pour la suite. C'est pour ça que, Alain, tu demandais comment est-ce qu'on peut aider. Moi, je crois que ce qu'on peut faire aussi, au-delà des actes propres de solidarité dont parlait Pierre tout à l'heure, par exemple récolter de l'argent pour l'oxygène pour Gaza, ou toute autre action de ce type, ou l'aide dans les camps de réfugiés, par exemple, comme le fait aussi l'association de jumelage des camps de réfugiés palestiniens et des villes françaises, c'est qu'on aide, peut-être à l'extérieur justement, qu'on aide à ce débat qu'ils n'arrivent pas à avoir là-bas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on fait venir quelqu'un du Fatah, si on fait venir quelqu'un du Hamas, je sais bien que c'est plus compliqué, mais qu'on fasse venir aussi quelqu'un du BDS ou quelqu'un d'une ONG palestinienne qui a une activité et une action bien spécifique, originale, qui rentre dans ce cadre-là, pourquoi ne pas aider à mettre en débat ce genre de choses? Je ne me fais pas d'illusions, encore une fois, je ne suis pas un naïf, mais je pense qu'il faut arriver à instaurer ce type de débat et qu'il n'y ait pas simplement la mainmise d'une partie sur tout le reste. Parce que notre aide, elle doit être aussi là-dedans. Et pour aider à ce que la visibilité du débat existant en Palestine, aussi pour ceux qu'on voudrait mobiliser beaucoup plus. Encore une fois, on ne l'a peut-être pas dit là tout à l'heure, mais encore une fois, on mobilise de moins en moins. Quand on fait une manifestation, d'ailleurs, on n'en fait quasiment plus pour la Palestine. Parce que soit c'est petit, soit c'est étriqué, soit c'est dramatique sur le front politique, avec des slogans hyper religieux que beaucoup ne partagent pas, et on n'arrive pas à faire avancer sur cette question-là. Et qui n'est pas d'ailleurs sans rejoindre un certain nombre de débats qui existent en France sur la question de l'islamophobie, sur toutes ces questions-là. Donc tout est quand même assez lié d'une certaine manière. Et c'est lié aussi parce que le monde... Parce qu'on parle des accords d'Oslo, mais moi je peux comprendre qu'un dirigeant comme Yasser Arafat, à un moment donné, à la fin des années 80, vous savez bien, tout le monde savait à partir de 85-86 que l'Union soviétique était en train de s'effondrer, que le camp socialiste était en train de s'effondrer. Et quand il y a reconnaissance de l'État d'Israël par l'OLP à la conférence nationale d'Alger, ça n'est pas pour rien que ça se passe à ce moment-là quand même. Donc il y a un changement de stratégie, de tactique de la part des Palestiniens, en tout cas qu'ils officialisent, puisque les pourparlers et les discussions ont commencé depuis un bon petit moment. Mais il y avait aussi peut-être cette pensée, peut-être cette naïveté, encore une fois, décidément j'utilise beaucoup ce mot ce soir, que ça allait permettre, et effectivement quand on décortique les accords d'Oslo aujourd'hui, on s'aperçoit que c'était une vaste fumisterie, une tromperie essentielle. Mais il s'est posé aussi la question de à quel moment on choisit d'avancer ou à quel moment on ne veut pas avancer. Parce que la question, elle se posait aussi comme ça, à ce moment-là, de savoir est-ce qu'il ne fallait pas faire un pas ou un demi-pas en avant plutôt que de refuser toutes les conditions qui étaient posées par les Israéliens et par les Américains à ce moment-là, en sachant que les Palestiniens étaient complètement à poil parce qu'il n'y avait plus de camp socialiste derrière sur les aides.
en Afrique du Sud, puisque Pierre a évoqué l'Afrique du Sud, en Afrique du Sud, le combat de l'ANC, il a eu lieu aussi grâce à l'existence des pays socialistes. Ceux qui étaient formés en Tchécoslovaquie, en URSS pour les questions armées, ceux qui étaient formés en Allemagne de l'Est pour les questions d'intelligence, c'est-à-dire d'espionnage, ceux qui étaient formés pour les questions de santé à Cuba. Et le combat, il a commencé aussi à changer à la fin des années 80, c'est-à-dire que ce qui s'est passé à la fin des années 80 et la chute de l'Union soviétique, la chute du mur, la disparition du camp socialiste, a fait beaucoup aussi sur le Moyen-Orient, aussi notamment, mais sur l'ensemble de la lutte des libérations. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'en est plus à ça. Je dis ça parce que je voulais dire sur l'Algérie. L'Algérie d'aujourd'hui, malheureusement, n'est plus l'Algérie de 1963 ou de 1964. C'est plus l'Algérie progressiste qui tient son rang comme elle avait pu le tenir auparavant, malheureusement. J'en veux pour preuve ce qui se passe là. Moi, mes confrères algériens, ils sont pourchassés, ils sont en prison aujourd'hui en Algérie. C'est quand même pas l'Algérie pour laquelle on s'est battu. Enfin, pas moi, parce que j'étais trop petit, j'étais même pas né en 62, mais c'est surtout ça. Or l'Algérie aujourd'hui, qui est affaiblie, elle est affaiblie politiquement, elle est affaiblie économiquement, elle est affaiblie dans le domaine international, peut prendre une position de principe sur la Palestine, et puis après, l'acte politique, il va être totalement mitigé. C'est-à-dire cette abstention-là, et pas oui, non, nous soutenons la résolution palestinienne. Parce que aucun pays aujourd'hui va dire non, on est contre les Palestiniens. Mais la réalité, c'est que les Palestiniens, ils n'ont plus besoin de déclarations. Ils ont besoin d'actes aujourd'hui. Or, plus il y a ce rapprochement entre Israël et les pays arabes, plus le domaine où les Palestiniens vont pouvoir peser par rapport à leurs vraies revendications va réduire. Parce qu'il n'y aura plus personne. Alors, plus personne sur la scène internationale qui va vraiment les soutenir. Les États-Unis, on sait, peut-être qu'on y viendra tout à l'heure avec Biden et tout ça. Les Palestiniens vont se retrouver complètement tout seuls. Donc, comment est-ce qu'on fait? Ou comment est-ce qu'ils vont faire? Et de quelle manière il faut pour les aider aujourd'hui dans cette situation-là bien concrète, régionale et internationale? Merci Pierre. On va peut-être prendre à nouveau quelques interventions. Est-ce que certains d'entre vous veulent prendre la parole? Je vous invite à lever la main ou à écrire dans le chat parce que je ne vois pas tout le monde. Fabien Cohen, oui. Oui, bonsoir tout le monde. Justement, à propos de Biden, sentiment que est-ce que dans un nouveau contexte qui va s'ouvrir peut-être en 2021, même si personnellement je ne fais pas trop d'illusions, mais ça peut quand même faire bouger quelques éléments, notamment soit vis-à-vis de la Turquie, soit par rapport à l'Union européenne, pour justement un petit peu desserrer peut-être l'étau autour de la Palestine et vis-à-vis d'Israël. Merci Fabien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Poser une question ou... Si je n'abuse pas. Oui, je vous en prie. Juste 2 mots sur l'Algérie. Mon inquiétude, je posais la question parce que mon inquiétude est la suivante. Dans le peuple algérien, il y a un très fort soutien de la Palestine, qui demeure au fil des années, malgré le rajeunissement, etc. En ce qui concerne le pouvoir algérien lui-même, il est à la fois tenu par cette pression populaire qui est vraiment très forte, mais aussi par les pressions occidentales, impérialistes. Ce n'est pas pour rien que Trump a envoyé un de ses principaux ministres de faire pression sur Tebboune, à la fois pour l'état-major qui va l'installer en Algérie, mais aussi pour faire pression sur la position palestinienne. Voilà, donc mon inquiétude, elle est là. Je ne sais pas de quel côté les choses vont évoluer. Or, jusqu'à maintenant, en fait, c'est un recul par rapport, y compris à Bouteflika, qui lui, quand même, soutenait, y compris financièrement, la Palestine. Un autre point, mais très vite, parce que je ne veux pas abuser,
Je crois que la question d'un État, deux États, alors bien évidemment, si le peuple palestinien décide un seul État, on soutiendra, mais moi je crois que nous ne pouvons pas faire l'économie d'une réflexion nous-mêmes sur cette question. À partir de l'idée suivante, un seul État, qu'est-ce que ce serait? Si c'est un seul État qui supprime Israël et où tout le monde se retrouve dans un nouvel État, internationalement, du point de vue du droit international, c'est impossible, c'est pas viable. Aucune organisation, l'ONU ne peut pas prendre la décision de supprimer un État. Enfin, et si on prend l'autre solution qui est l'intégration des Palestiniens dans l'État d'Israël d'aujourd'hui, ça veut dire qu'on abandonne l'idée d'un État palestinien. Enfin, à mon avis, on ne peut pas. Moi, j'en suis toujours à l'idée que ce qui est le plus mobilisateur pour soutenir les Palestiniens, c'est l'idée des deux États, parce qu'on s'appuie sur la légalité internationale définie par l'organisation, par l'ONU, par les Nations Unies. Voilà, moi j'en suis là de ma réflexion, mais je comprends que ce soit un problème très très compliqué, parce que, y compris, effectivement, il est discuté parmi le peuple palestinien lui-même. C'est tout. Merci. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir? Oui, Fabien Cohen, oui. Non, pour réagir par rapport à ce que dit Bernard Deschamps, je pense qu'il y a une troisième voie quand même potentielle, c'est aussi un État fédéral. Et donc avec deux entités avec une même organisation. Il y a d'autres pays, y compris les États-Unis, où il y a un État fédéral. Donc, je crois que la question vraiment d'un État, deux États est plus une question de savoir si on veut ou pas que le peuple palestinien continue à vivre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la vraie question, c'est de la survie du peuple palestinien à ce stade-là, au point où on en est. Et pas la survie d'un État palestinien ou pas. C'est la survie du peuple palestinien lui-même, en tant que peuple, dans la situation où on est en train de, petit à petit, d'aller vers l'annihilissement. On a vu ça dans d'autres pays, moi qui connais un peu l'Amérique latine, en Amérique latine. Donc, il faut être vigilant sur cette situation-là. Alors, parce que les formes juridiques existent, elles sont nombreuses. Mais la volonté aujourd'hui du gouvernement et des gouvernements, c'est d'éradiquer purement et simplement la question palestinienne. Hein, c'est plus la question juive, c'est la question palestinienne. Merci. Chantal, oui. Chantal, il faut que tu... Oui. Moi, je vous prie de m'excuser, je vais être plus pragmatique et plus terre à terre. À travers tout ce qui se pose aussi, et les deux Pierre Barbancé comme Pierre Stamboul l'ont évoqué, c'est aussi la question qui se pose au mouvement de soutien du peuple palestinien ici en France, parce qu'on est en France. Et on voit bien, et vous l'avez évoqué, je crois Pierre, qu'il y a très peu de manifestations qui font aujourd'hui, il y a très peu de solidarité, il n'y a pas de rajeunissement. Et pour ceux qui voient les photos, on a tous un âge un peu... Voilà. Et donc, il y a une vraie question aussi pour le mouvement de solidarité. Comment faire pour que la Palestine, qui devient invisible, soit visible? Alors, je pense qu'il y a des choses à faire. Et Pierre Stamboul l'a un peu évoqué. Et il y a effectivement toute la culture qui se développe, qui existe au niveau du peuple palestinien. Il y a, par exemple, les festivals du film palestinien à Paris, à Toulouse, ailleurs aussi. Il y a aussi des écrivains, je pense à Ziad Medouk, mais il n'est pas tout seul, qui vit à Gaza, qui écrit en français ses poèmes d'ailleurs. Il y a tout ça qu'on doit peut-être populariser plus qu'on ne le fait. Et puis il y a tous ces mouvements aussi qui sont pas dans les partis politiques. Il y a la résistance palestinienne, exister, c'est résister. Enfin, ça se fait aussi
pour chacun d'entre eux là où ils sont. Ça se fait en vivant là où on est et on n'en parle peut-être pas assez. Ça se fait aussi à travers l'éducation. Nous, on soutient le Centre pour enfants handicapés d'El Rader à côté de Bethléem. Et là, c'est aussi, et par rapport à la situation qu'évoquait Pierre Barancé, où effectivement, le centre d'El Rader, c'est à côté de Bethléem, mais il y a du chômage, et il y a des choses qui sont difficiles à vivre. Et effectivement, la violence qu'on a vue aussi chez nous, quand on est confiné, eh bien, quand on est confiné aussi en Palestine, elle existe. Elle existe par rapport aux femmes. Donc tout ça, il faut qu'on puisse aussi… et il y a des gens qui luttent par rapport à ça. Il y a des gens qui font des choses. Par exemple, le centre pour enfants qu'on soutient, c'est pas seulement accueillir les enfants, c'est aussi accueillir les femmes, les familles, qu'elles aient un espace aussi où elles peuvent parler. Donc peut-être qu'on doit aussi s'interroger comment nous, ici en France, on essaie de populariser un peu plus qu'on le fait, comment raviver, entre guillemets, la flamme sur la Palestine. Merci. Oui, Catherine. Alors, il faut que vous réactiviez votre micro. Voilà. En écoutant les deux intervenants, moi je suis très touchée par l'exposé de Pierre Stamboul enfin, je partage complètement son analyse sur la légitimité d'Israël comme il s'est construit dans une injustice totale. Enfin, c'était pas l'ONU à l'époque, mais à légitimer l'existence d'Israël avec des contreparties qui n'ont jamais eu lieu. Donc je pense que les choses de base dont il parle sont importantes et je pense qu'il faut qu'on les défende. Après, Pierre Barancé parle plus d'un contexte géopolitique, de réel politique, je dirais. Mais est-ce que nous, en tant qu'ONG, on ne peut pas quand même avoir ce discours sur la légitimité d'Israël, comment elle s'est construite, comment elle se défend actuellement en accusant d'antisémitisme les gens qui sont antisionistes, et avec des mesures éventuellement judiciaires graves. Voilà, c'est une question que je me pose, c'est juste un ressenti de militante de base, j'avoue, je ne suis pas capable d'échafauder des théories, mais voilà, c'est mon ressenti, et je me dis quand même, ce que dit Pierre Stamboul a vraiment de la force, et puis voilà, il y a peut-être aussi une dichotomie entre les dirigeants palestiniens et le peuple palestinien. C'est peut-être pas forcément la même chose sur les opinions et sur les choix, et ça mérite réflexion. Ben voilà, c'est une remarque. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Oui. Question de Béotienne, je me rends compte qu'il y a quand même le questionnement des deux, voir comment est-ce qu'on pourrait faire pour que éventuellement les deux populations vivent dans un État soit fédéral, soit… Mais il y a quand même toutes les questions des violences qui sont à régler. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut faire ce genre de choses? On ne peut pas faire en sorte que les deux populations cohabitent, bon, sauf, c'est là où je me posais la question sur quel est le statut en fait des Palestiniens israéliens, quoi. Alors, je crois qu'ils sont quand même un peu bousculés, enfin, je veux dire, ils sont un peu ostracisés quand même, mais bon, est-ce qu'il ne faudrait pas raisonner, essayer de réfléchir sur comment on passe une barrière comme ça, sur ce genre de choses? Bon. C'est tout. Merci. Peut-être Pierre Barbancé, Pierre Stamboul, si vous voulez répondre aux différentes interventions et questions qui ont été faites. Je vais bien commencer. Je vais bien commencer. Ah, vas-y. Comme tu veux. Vas-y, je t'en prie.
Alors d'abord, je vais dire assez clairement, nous, notre champ politique, à nous, mouvement de solidarité, il est chez nous. Il n'est pas d'aller expliquer aux Palestiniens un État, deux États, il est essentiellement chez nous. C'est la question fondamentale de l'impunité d'Israël, quels que soient les crimes qui sont commis. C'est la question du commerce des armes, le fait qu'ils vont vendre et exposer leurs armes à Eurosatori. C'est le fait qu'il y ait des manœuvres militaires communes avec Israël. C'est le fait que Macron donne du cher Bibi quand il fait une cérémonie à la rafle du Veldiv. On se demande vraiment quel est le rapport entre les suppliciés de la rafle du Veldiv et l'État suprémaciste d'Israël. C'est le fait que Airbnb continue à avoir des logements dans les territoires occupés. C'est le fait que Western Union coupe les fonds qui veulent arriver en Palestine. C'est le fait que PayPal a fermé la plupart des comptes des associations, soit pour le BDS, soit qui soutiennent la Palestine. Donc notre terrain, il est là. Il est sur la question de l'impunité d'Israël. Il est sur la question des complicités de nos gouvernements, de nos politiciens. C'est quand même assez extraordinaire la situation de la France. Les sondages montrent que majoritairement, la population française pense que la responsabilité dans cette guerre vient du côté d'Israël, mais qu'au niveau de nos politiciens, c'est exactement l'inverse et que le Parlement français vote la résolution Maillard qui a été dictée aux députés Maillard par les colons la veille dans les territoires occupés. Alors, est-ce qu'il y a des espoirs là-dessus? Bien sûr qu'il y en a. Le rapport, le verdict de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, qui dit que le BDS c'est légal, ben allons-y, il faut boycotter, qu'on y aille absolument franchement. Le succès assez extraordinaire d'un film comme Le Char et l'Olivier, qui montre une autre histoire de la Palestine, et je vous garantis, pour avoir animé un très grand nombre de débats sur ce film, que devant des publics non militants qui ne connaissent rien à cette histoire-là, c'est une stupéfaction. C'est comment un tel scandale peut durer depuis aussi longtemps. On a aujourd'hui à faire tout un travail pour expliquer que ce qu'on subit en France, je pense à la manifestation où j'étais cet après-midi, c'est l'israélisation de la société française. C'est le fait que les méthodes de répression, de domination des populations réputées dangereuses, d'emprisonnement, de mise à l'écart, d'impunité de ceux qui commettent des violences, elles ont très largement été expérimentées là-bas et elles continuent de se développer. Donc ça, je voulais dire que c'est ça notre responsabilité majeure. Sur les questions qui ont été posées sur les États-Unis, il n'y a pas d'illusion à se faire sur Biden. J'ai dit qu'il allait maintenir l'ambassade à Jérusalem et en même temps qu'il a félicité les Émirats d'avoir établi des relations diplomatiques avec Israël. Il se retrouve un petit peu ce qu'avait fait Obama. Obama avait fait un discours courageux au Caire en disant que la guerre du bien contre le mal, c'était fini. Et il n'a pas arrêté, pendant ses 8 ans de mandat, à utiliser le droit de veto à l'ONU pour empêcher la moindre condamnation d'Israël, sauf le jour où Hillary Clinton a été battue. Pour la première fois, il n'a pas mis son droit de veto, mais c'était trop tard, Trump arrivait. Biden va faire de même, il n'y a pas d'illusion à se faire sur le personnage Biden ou sur les ministres qu'il va mettre. Il y a par contre quelque chose de très positif qui se passe à l'intérieur de la société états-unienne. Nous avons une association sœur aux États-Unis, JVP, Jewish Voice for Peace. Ils sont bien plus puissants que nous. Ils sont plusieurs dizaines de milliers de membres. Ils ont 500 000 amis sur la page Facebook. Ils sont capables de perturber les meetings de propagande que Netanyahou fait aux États-Unis. Ils sont alliés aujourd'hui à toute une gauche américaine autour de Black Lives Matter. Ils commencent à représenter une véritable force. Et le fait que la communauté juive américaine, c'est 40% des juifs du monde entier, le fait que, en très grande majorité, ces juifs des États-Unis désapprouvent la politique de colonisation, la politique intégriste, la politique de brutalité, même s'ils ne sont pas sur des positions très avancées. Mais il y a un véritable espoir aujourd'hui. Il faut savoir que si les États-Unis soutiennent inconditionnellement Israël, ce n'est pas une pression de la communauté juive états-unienne, c'est parce que Israël, c'est leur État, c'est leur intérêt, c'est pour dominer le Proche-Orient. J'ajoute que JVP a eu la même évolution que l'UJFP. Ils sont pour le boycott et ils se sont déclarés antisionistes, et cela au terme de débats qui ont été assez longs. Je vais répondre sur deux questions, toujours l'idée un État, deux États, et puis l'idée de est-ce qu'on peut cohabiter. Le sionisme, c'est au départ, avant d'être un colonialisme, avant d'être un nationalisme perverti, avant d'être
de transformer le juif de paria de l'Europe antisémite en colon européen en Asie, c'est une théorie de la séparation. C'est une théorie qui a déclaré il y a plus d'un siècle que juifs et non-juifs ne pouvaient pas vivre ensemble. C'est une théorie contre l'émancipation, parce que les juifs progressistes ont tout de suite considéré que leur émancipation, comme minorité opprimée, elle passait par l'émancipation de l'humanité. Et donc aujourd'hui, parce que le sionisme, c'est une séparation, on ne peut pas leur faire le cadeau de deux États séparés. Et vous les séparez comment? Il y a 50% de la population qui est palestinienne entre Méditerranée et Jourdain. Au nom de quoi on leur donnerait 22% du territoire? Pour l'instant, ils en ont 10. Je veux dire, ça rime à quoi, cette affaire-là? Alors, comment faire? On peut poser la même question sur l'Afrique du Sud. Il y a eu des violences inimaginables, il y avait eu des centaines de morts, il y avait des milliers de disparus, il y avait les townships qui étaient réprimés d'une façon incroyable. Et pourtant, ils n'ont pas tout résolu. Hélas, c'est toujours un pays capitaliste, ils n'ont pas tout résolu. Mais en tout cas, ils ont abattu l'apartheid. Moi, en Afrique du Sud, j'ai vu à la télé les commissions Vérité et Justice, où des flics qui avaient fait disparaître des tas de personnes racontaient devant la veuve, et puis ils repartaient libres, mais la parole était dite. Il y a 156 moyens pour arriver à vivre ensemble. Mais je vous assure que la séparation, ce n'est pas la bonne solution. Sur les Palestiniens d'Israël, ce sont des miraculés. On sait maintenant qu'en 1948, il y avait le plan d'Alet, c'est la lettre D en hébreu, qui était de les expulser tous. Ceux qui ont pu rester, ce sont des miraculés. Il faut lire les livres d'Ilan Papé pour expliquer dans quelles conditions ils ont pu rester. Ils ont subi le couvre-feu jusqu'en 1966. La grande majorité du territoire israélien leur est interdit. En ce moment, les Bédouins du Negev vivent dans 5 villages reconnus, ce qui veut dire que 150 000 d'entre eux vivent aujourd'hui dans des villages non reconnus, perpétuellement détruits. Ce sont des citoyens israéliens, ont détruit leurs maisons, ils n'ont pas le droit de construire en dur. Ben oui, l'apartheid, ça existe en vrai à l'intérieur même de l'État d'Israël. Il faut regarder aussi des films comme Route 181 d'Eyal Sivan et Michel Cléfi, où on voit cet apartheid intérieur. Donc, oui, la cohabitation, c'est possible, à une seule condition, abattre le sionisme et l'égalité des droits inscrite dans la loi. L'ONU, je suis désolé, en 1947, en reconnaissant la partition, en 1948, en reconnaissant un État sur une base ethnique, il a commis une faute majeure. C'était la même année que la partition de l'Inde qui s'est faite dans la même douleur et les mêmes crimes. Voilà. Oui, moi je crois que tous ces débats sont intéressants, y compris de revenir sur l'histoire et d'essayer de comprendre pourquoi de telles décisions ont été prises, d'où ça venait, pourquoi chez les sionistes ça s'est passé de cette manière, pas seulement chez les juifs, mais y compris à l'intérieur du mouvement sioniste, y compris dans les années 20, dans les années 30, y compris en Palestine. Je crois qu'effectivement, tout ça est important, très important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui, je crois qu'il ne faut pas qu'on le sous-estime non plus. Parce que je repensais cette histoire de ces nouvelles accusations. Quand je dis nouvelles, c'est-à-dire il y a quelques années, mais il y a 15 ans, il n'y avait pas vraiment cette campagne qui disait antisioniste égale antisémite. Pourquoi est-ce que cette campagne vient tout d'un coup? Ça répondait à quoi? Et en fait, je pense que, et c'est tout le danger, ça répond à une volonté de diviser les camps, non pas en camps politiques et en vision du monde ou d'un pays, mais au contraire de diviser les gens soit par leur religion, soit par leur origine ethnique. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer à chaque fois, et je crois que c'est fait aussi pour qu'en France, on ait du mal à mobiliser et à s'expliquer, parce que politiquement, parce que si on fait de la Palestine le simple combat des musulmans contre les juifs, évidemment que ça n'est pas notre combat, et c'est exactement ce que voudraient certains, d'un côté comme de l'autre. Et donc là, on aurait complètement perdu sur le but final du combat des Palestiniens par rapport à leur vie, par rapport à leur existence, par rapport à leur État. Je dis ça parce qu'il vient de se passer la guerre au Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et j'ai vu une partie de la droite soutenir les Arméniens, et dans la réalité, ils ne soutenaient pas les Arméniens. Ils soutenaient ceux qu'ils considéraient comme des chrétiens face à des musulmans. Donc voilà comment ils veulent considérer à un moment donné les questions de géopolitique et les questions d'affrontement dans le monde, donc en évacuant toutes les questions politiques. Et ça, je crois que c'est très dangereux
Et c'est évidemment ça qu'il faut totalement éviter. C'est pour ça qu'à chaque fois, je reviens sur la question politique et sur la définition exacte de ce que veulent faire les Palestiniens. Parce que, et donc, de quelle manière et sur quoi faut-il s'appuyer pour avancer? Je disais, je l'avais écrit dans l'UMA, avec Trump, et depuis des années maintenant, il y a plus de visibilité des Palestiniens. On peut, en tout cas, même si Biden n'a pas encore pris les rênes du pays, parce qu'il doit le faire au mois de juin, en tout cas, les premières annonces qui ont été faites redonnent de la visibilité aux Palestiniens. Il parle de la réouverture du bureau de l'OLP à Washington, il parle de reprendre les contacts, de reprendre l'aide financière, peut-être même sur le droit, on ne sait pas. En disant ça, je ne me fais pas d'illusions sur Biden. Mais je me dis que pour avancer, il faut s'appuyer sur tout ce qui est possible. Parce que personne ne l'a dit ici, mais si on dit Trump, Biden, bonnet blanc, blanc bonnet, il n'y a pas grand-chose qui peut changer. Ça va être plus compliqué. Tandis que s'appuyer sur quelque chose de nouveau et faire en sorte que les Palestiniens aujourd'hui reviennent sur le devant de la scène, je pense que ce sera important pour pouvoir continuer un certain nombre de débats, y compris en France, et encore une fois, sur la question de leur avenir à eux. Et détaché de cette question, de cette division du monde qui se ferait entre musulmans, juifs, chrétiens, etc., ou dans laquelle moi-même je ne serais pas où je suis, puisque je ne crois pas en Dieu. Je crois que c'est sur ça qu'il faut qu'on revienne. Refaire beaucoup plus de politique. Tu disais, Pierre, au début de ta première intervention, que votre combat est politique et pas humanitaire, ce que je comprends et que je partage. Mais justement, si on veut faire de la question politique, c'est pas simplement sur l'injustice. Parce que le partage, on peut regretter effectivement le partage qui a été fait en 1947. D'ailleurs, il n'y a que cette option-là qui a été votée, alors qu'ils n'ont pas voté sur une autre option possible, effectivement. Mais une fois qu'on a dit ça, la réalité qu'on a sur le terrain, c'est celle existante. C'est-à-dire un État d'Israël qui existe, un État palestinien qui n'existe pas, une occupation qui se perpétue et une colonisation qui s'aggrave de jour en jour. Donc je pense que c'est sur ça qu'il faut travailler, parce qu'on peut toujours imaginer beaucoup de choses. Vous savez, une fois, en 2000, on avait fait des pages un peu imaginaires dans l'UMA sur le nouveau millénaire. Et moi, j'avais fait une histoire d'un grand-père palestinien qui descendait avec son petit-fils, qui venait de Naplouse et qui arrivait à Jérusalem. Et sur Jérusalem, le petit-fils découvrait le drapeau palestinien qui était planté sur les murailles parce que c'était la capitale de l'État palestinien. Moi, je crois que de toute manière, dans ce combat qui est mené, et vu l'histoire, et vu ce qu'ont souffert les Palestiniens, on ne peut pas dire aujourd'hui, on fait un seul État tous ensemble. Je crois que les Palestiniens, le drapeau qu'ils brandissent avec fierté et qu'on essaie de leur faire abattre, je pense que ce drapeau, ils ont envie qu'il existe pour représentant d'un État. Et quand moi j'étais à l'ONU, quand ils ont monté le drapeau il y a quelques années, croyez-moi, l'émotion, elle était intense. Donc c'est qu'à terme, dans cette zone qui n'est pas plus grande qu'un confetti, qu'on aille sur des solutions de type, comme l'a dit Fabien, de type fédéral ou un seul État, etc., évidemment que la question se posera très vite. Mais aujourd'hui, je pense que les Palestiniens ont besoin de cette reconnaissance de ce qu'ils sont, de ce qu'ils représentent, y compris pour passer à une deuxième étape. Mais aujourd'hui, ils sont en train de se battre en recul, et c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'on n'est même plus sur 22% de la Palestine historique. On en est à beaucoup moins. Et si ça continue, ça sera quasiment rien. Donc je crois que c'est ce mouvement-là de reculons qu'il faut arrêter et de repartir. C'est pour ça qu'à chaque fois, je reviens sur la géopolitique, parce que de toute manière, la question palestinienne va aussi dépendre de ce qui est en train de se faire dans la région. Donc, les premières déclarations de Biden, moi, me semblent intéressantes. Encore une fois, sans illusion, mais ça peut être un marchepied, en tout cas pour avancer et pour aller un petit peu plus loin. Merci. Merci. Alors, nous avions prévu de terminer vers 19h, donc je vous propose qu'on prenne peut-être des dernières interventions, questions, remarques, si vous en avez. Personne ne souhaite intervenir, pas de frustration, pas de déception.
Oui, Chantal. Si personne ne souhaite intervenir, mais c'est encore temps, je voudrais vous dire, d'abord vous remercier tous d'être venus assez nombreux à ce débat et merci à Marie et aux deux intervenants. Je crois que c'était éclairant pour chacun d'entre nous. Vous dire aussi que nous avons fermement l'intention, dès qu'on le pourra, de faire en physique les 8 heures de solidarité avec la Palestine. Ça nous paraît très important aussi, les échanges, y compris informels, parce que c'est toujours un peu compliqué de parler par écran interposé. Quand on peut discuter autour d'un thé, comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup mieux. Donc, on vous donne rendez-vous très bientôt, on l'espère, pour un nouveau débat, vraisemblablement, pour un film et pour dîner tous ensemble avec des échanges. Merci encore à tous et toutes. Juste un mot pour dire, parce que Pierre l'a évoqué tout à l'heure, le film Le Charret d'Olivier, qui vient d'être édité en DVD et donc qui va être disponible et visible par encore plus de monde que ça, accompagné y compris d'un petit livre sur la Palestine. De Jean-Pierre Boucher. De Jean-Pierre Boucher. Et j'ajoute aussi qu'on a toujours de l'huile de bouille, donc si vous voulez nous contacter pour les gentillets, parce qu'on n'a pas pu les vendre sur les marchés, et aux 8 heures, et voilà. Ah, si je peux dire un mot final, on a une responsabilité importante, nous, le mouvement de solidarité. On a en face de nous une guerre coloniale, on a en face de nous des faussaires de l'histoire, des gens qui, effectivement, comme l'a dit Pierre, confondent volontairement antisémitisme et antisionisme parce que c'est leur dernière cartouche pour essayer de se justifier. Les Palestiniens, ils ne confondent pas. Je vous garantis qu'à Gaza, on s'est partout présenté comme juifs et on nous a toujours dit nous sommes contre l'occupation, nous n'avons rien contre les juifs, que ce soit les partis politiques ou l'homme de la rue. Donc on a une guerre coloniale, on a un État colonial qui n'a jamais été sanctionné et nous, notre responsabilité, c'est d'obtenir qu'il soit sanctionné. J'ajoute quand même si la situation est désastreuse, et je reviens sur l'histoire, 2 fois dans son histoire, l'État d'Israël a été sanctionné. Les 2 fois, il a cédé instantanément. Je peux donner ces 2 fois. En 1956, juste après la guerre impérialiste contre l'Égypte menée par la France, la Grande-Bretagne et Israël, il y a eu exceptionnellement un accord soviéto-américain pour que les troupes israéliennes se retirent du Sinaï. Elles ne voulaient pas. Elles sont parties en 15 jours. Et en 1991, alors que l'URSS est en train de s'écrouler, le président Bush père veut des négociations, un peu l'avant-goût de ce que sera Oslo plus tard. Le premier ministre de l'époque israélien, qui est Yitzhak Shamir, qui était d'ailleurs un collabo pendant la Deuxième Guerre mondiale, ne veut pas négocier. Et Bush supprime des fonds à Israël pour l'émigration des Juifs soviétiques et fait tomber le gouvernement Shamir. Donc, je veux dire que la preuve est faite que s'il y a des sanctions, il y a des changements, il y aura des sanctions si on se bouge, donc que tout le monde se mette au boycott. Je veux dire un petit mot aussi, alors, donc pour terminer, d'abord pour remercier la FPS et la mairie de Gentilly d'avoir organisé ce débat, à vous tous qui avez participé. Écoutez, je crois qu'évidemment, il y a plein d'autres questions qu'il faudrait qu'on aborde, mais il y en a une qui est, puisqu'on a évoqué le BDS, le boycott, c'est celui qu'on peut faire individuellement. Le désinvestissement, c'est celui des entreprises, donc forcer à ce que les entreprises se désinvestissent d'un certain nombre de projets avec Israël et avec les colonies. Et la troisième, ce sont les sanctions. Et les sanctions, c'est l'État, évidemment. Et donc sur ça, il faut qu'on agisse. Et il faut qu'on trouve des formes d'intervention qui fassent modifier la politique de la France dans ce sens-là. Et pour ça, on a à disposition les élus locaux. Enfin, à disposition. Je veux dire, c'est sur eux qu'il faut aller faire pression pour qu'ils s'expriment, qu'ils disent publiquement ce qu'ils en pensent, qu'ils disent publiquement comment ils votent les choses et qu'on fasse pression pour que la politique de la France change dans ce domaine-là. Parce que trop souvent, la politique internationale en général, celle sur la Palestine encore plus, les Français n'en parlent jamais. Or, quand il y a une élection présidentielle, par exemple, qui, paraît-il, est la chose la plus importante dans la vie politique française, le président de la République devient chef des armées, notamment. Et donc, la question internationale est quand même assez primordiale. Or, il n'y a jamais de débat sur ces questions. Plus on forcera à ce qu'il y ait des débats politiques, publics sur ces questions-là, plus on forcera les élus à s'exprimer, plus on fera pression sur eux, plus on arrivera à avancer. Il ne peut pas y avoir des sanctions que lorsqu'il s'agit de l'Iran, de la Russie ou de la Syrie
et de laisser Israël tranquille quand ils font tout ce qu'ils font aujourd'hui en violant totalement non seulement les lois internationales, mais en violant le droit du peuple palestinien, voire en multipliant les emprisonnements, les actes d'assassinat ciblés, etc. etc. Enfin, tout ce que vous savez déjà. Et donc, je crois que là aussi, il ne faut pas les laisser tranquilles sur ces questions-là. Et je rappellerai d'ailleurs à ce propos que le Parlement, en tout cas l'Assemblée nationale, a voté pour la reconnaissance de l'État de Palestine, mais que le gouvernement français aujourd'hui ne veut pas en entendre parler. Comme de la même manière, je peux vous dire que les représentants de l'Union européenne dans les territoires palestiniens dénoncent régulièrement ce qui se passe. Ils vont même sur le terrain, voire même quand l'armée israélienne intervient pour détruire des villages bédouins, ils sont là, ils font des rapports, et que les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne enterrent très intelligemment, mettent dans des tiroirs et refusent d'en discuter pour ne pas avoir à prendre des décisions une fois que tout ça est rendu public. Voilà. Tout à fait. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je remercie les intervenants et puis toutes les personnes qui sont intervenues pour ce débat qui, je crois… Oui, vous voulez dire un dernier mot, je vous en prie. Oui, c'est juste un problème pratique parce que tout le monde ne sait peut-être pas qu'il y a un chat et que dans le chat, il y a eu des informations intéressantes. Donc, il faudrait peut-être expliquer comment on va au chat pour voir les informations intéressantes qu'il y a eu. Oui, tout à fait, j'allais le dire. En bas de votre écran, il y a une bulle avec écrit chat et effectivement, le pôle Relations internationales vous a communiqué un certain nombre de liens et notamment la programmation du Festival des Solidarités, mais aussi d'autres liens vers des sites qui peuvent vous donner de plus amples informations. Donc, n'hésitez pas à le consulter avant que la réunion se termine, puisque une fois que la réunion sera terminée, vous n'aurez plus accès aux liens. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus et à regarder les informations qui ont été mises. Voilà, écoutez, j'ai tout mis en français, donc il y a marqué converser, il n'y a pas marqué chat. D'accord. Oui, donc chat ou converser suivant la version qu'on utilise, effectivement. J'ajoute aussi que la FPS de Chantilly a une page Facebook. Vous faites Facebook Chantilly et voilà. Il y a d'autres informations qui ont été données par oral et qui ne sont pas transcrites sur le chat. Alors, en particulier, des films qui ont été recommandés, des bouquins. Donc, peut-être qu'on pourrait avoir, est-ce que le pôle international pourrait faire une synthèse de tout ça et nous l'envoyer? Oui, alors par ailleurs, c'est ce qu'on a annoncé en introduction. Donc, la réunion a été filmée. Et si la qualité le permet, nous vous diffuserons la vidéo de toute la réunion, donc qui permettra d'avoir les informations aussi. J'ai hésité à faire la publicité, mais je ne sais pas me servir du chat. Là. Non, voilà, je viens d'éditer un livre qui s'appelle Révolution, le Irak, le bilan de Bouteflika et l'état de l'Algérie. Voilà, si ça intéresse des gens, des personnes, je suis à leur disposition. Juste un mot pour dire que dans Converser, il suffit de cliquer sur Converser. En bas, il y a Converser. En bas, il y a participants, Converser, partager l'écran. Que certains appellent chat. Voilà. Converser, c'est discussion. Discussion. Discussion, oui. Pour vous dire, voilà. on peut copier ce qui a été conversé. On peut le copier et le placer sur une page Word. Exactement. C'est ce que j'allais dire, Karim. Ouais, voilà. Il y a enregistré la discussion. Vous pouvez enregistrer toute la discussion et elle vient sur une page qui s'appelle Zoom, sur un dossier qui s'appelle Zoom sur votre ordinateur. Voilà. Je fais un peu de pub aussi, autopub. Mon livre, La Nakba ne sera jamais légitime, aux éditions Akrassi. Vous aurez à la fois beaucoup de réponses sur des questions historiques, sur la question de l'antisémitisme, du suprémacisme et du boycott et du vivre ensemble. Voilà. Alors, profitons de tout ça pour Noël. Voilà. Françoise, oui, je vais en profiter pour annoncer aussi le débat de samedi prochain, donc à 17h30. Donc, qui est proposé par le collectif d'accompagnement des personnes en situation administrative irrégulière. Et donc, en fait, il y aura aussi donc, deux
intervenants. Marjane Gahem, avocate au barreau de Mayotte et qui est membre du GISTI, et Renaud Mandel, qui est travailleur social auprès des mineurs isolés, car le thème, c'est effectivement la situation des mineurs isolés et la situation aussi dans les camps de rétention et dans les squats en métropole et en outre-mer. Voilà. Donc pareil, avec comment dire, il faut s'inscrire aussi auprès des relations internationales. J'ajoute que le débat sera précédé de lectures théâtrales. Ah oui, personnes qui n'ont pas de papier, qui ont pu exprimer comment elles ont vécu le premier confinement avec la compagnie de la Feuille d'Or, qui est une compagnie de théâtre gentilléenne. Des comédiens vont lire avant le débat 2 témoignages et après le débat 2 témoignages de ce qu'ont vécu ces personnes qui étaient sans papier, souvent aussi avec difficulté de domicile à Gentilly pendant le premier confinement. Voilà. Ça sera aussi sur le site. Hein. Voilà. Et merci à tous. Attendez. Merci. Oui, moi, je voulais juste rajouter une petite chose, puisqu'on est sur les annonces. Je veux dire que à l'initiative du Parti communiste français, il y a une débat comme ça en visioconférence qui se fait le 30 novembre, donc lundi de 18h à 20h sur Zoom, avec Majed Bamia, qui est ambassadeur de Palestine à l'ONU, avec Ouadji Abou Zarefa, qui est membre du bureau politique du PPP, avec Aïda Toumasliman, qui est députée de la Jeune Liste à la Knesset. Enfin, voilà, je vais essayer de vous mettre ça avant qu'on quitte sur le chat, là, pour que vous le sachiez. Donc, c'est lundi soir de 18h à 20h. Donc, voilà. Alors. Cette fois, on conclut ? Oui, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres annonces, d'autres informations à donner, je vous propose qu'on se quitte et je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Voilà. Merci.